Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'atelier numéro 5 des Assises de l'ingénierie, proposé par l'ANCT avec l'ensemble de ses partenaires. Aujourd'hui, l'ANCT, à travers moi, Mathieu Angotti, va animer cet atelier avec l'ANRU, avec Alice Collet, chargée de mission à l'ANRU. Pour ma part, je suis conseiller expert à l'ANCT sur les programmes Territoires en commun et Territoires d'engagement. L'atelier du jour s'intitule « Comment coproduire mon projet ou un projet avec et les citoyens ». Nos discussions partent d'un constat partagé avec l'ensemble des acteurs qui accompagnent les collectivités au quotidien et les collectivités elles-mêmes. La participation de la société civile à la mise en œuvre des projets de politique locale n'est plus une option aujourd'hui. Partout, quelle que soit la nature du projet, la contribution des citoyennes, des citoyens, des associations apparaît indispensable à la bonne marche du projet, depuis sa phase de conception jusqu'à l'évaluation de ses impacts, en passant par la mise en œuvre opérationnelle. On a bien ces trois étapes, conception, mise en œuvre, évaluation, pour lesquelles on sollicite toujours plus, ou on essaye en tout cas de solliciter les habitantes, les habitants, les associations, les citoyens. Mais les modalités de cette contribution peuvent être extrêmement variées, tout autant que les compétences qu'elle exige, des compétences sans lesquelles l'expérience de la coproduction ou de la concertation peut se révéler inefficiente, voire même problématique, contre-productive. C'est pour ça qu'il nous a semblé, et c'est l'enjeu des questions d'aujourd'hui, que la question du comment devient centrale. Comment on fait ? Comment on cadre les démarches avec les élus, comment on va à la rencontre des citoyennes et des citoyens pour leur proposer de participer, comment on anime des espaces de coproduction, de concertation, comment on évite ce travers qu'on repère très fréquemment, qui est une forme de démobilisation très rapide des citoyennes et des citoyens engagés, presque aussi rapide que leur mobilisation. Comment on assure un processus de décision aussi qui respecte la parole de la société civile, tout en respectant également la place des institutions et des élus, la démocratie représentative. À l'heure des transitions, comment on met les citoyens au cœur des coopérations territoriales? Voilà, autant de questions que nous allons explorer aujourd'hui grâce au regard croisé de nos experts. Je les cite rapidement, je reviendrai plus tard sur leur présentation. Donc aujourd'hui, nous avons Franck Sentier de la Fédération Flamme, Rémi de Montaigne de l'UNADEL, Martin Dizière de l'AITF, Jean-Luc Rénéraud de la Fédération Sinov et donc Alice Collet de l'ANRU qui anime avec moi et conclura cette émission. Ne vous inquiétez pas pour les acronymes, je vais redétailler ça à chaque fois qu'un des intervenants prend la parole. Simplement, 2 mots sur les règles du jeu qu'on s'est données aujourd'hui. Chacun des 4 intervenants va intervenir sur un thème. Et pour chacun de ces 4 thèmes, il aura 5-6 minutes pour présenter les enjeux du thème, et puis ensuite on se donnera une petite dizaine de minutes pour des échanges avec vous, avec les internautes, à travers les questions que vous pouvez poster dès maintenant sur le chat. Alors pour ma part, j'aurai un rôle un peu ingrat de mettre du temps, de surveiller les horloges, donc j'ai annoncé à mes camarades que s'ils dépassaient leur temps, j'essaierai d'envoyer une petite musique de circonstance pour leur signaler en douceur. Mais voilà, on va essayer de respecter ce timing pour avoir 4 séquences de 15 minutes avant la conclusion, la synthèse proposée par Alice et les résonances que ça peut faire avec l'expérience de l'ANRU sur ces questions. Petite chose, on peut vous proposer aussi 2 courtes questions sondage avec réponse oui-non. 2 questions très simples qui vont vous être proposées simplement pour tester pour les intervenants la connaissance que vous avez des dispositifs et des questions qui les animent. Voilà, ma partie introductive touche à sa fin. Du coup, on va gagner un petit peu de temps, c'est très bien pour les intervenants. N'oubliez pas, donc, n'hésitez pas à poser vos questions par chat. Mon rôle, c'est aussi de les recevoir et de les poser aux intervenants pour qu'ils puissent réagir par rapport aux enjeux qui sont sur la table. Alors, la première séquence qui va être présentée par Franck Sentier de la Fédération Flamme s'intitule « La notion de parcours d'implication ». Travailler sur cette problématique de la maturation progressive de la participation qui ne se fait pas en un jour. Je dis un mot sur la Fédération Flamme, ce qui libère Franck de faire cette présentation. Donc, il s'agit de la fédération qui regroupe les agences locales de l'énergie et du climat, les ALEC, qui faisaient l'objet
une petite question quiz que vous avez peut-être eue. Donc les ALEC qui sont des partenaires des collectivités locales sur les stratégies, sur le conseil, sur différents projets autour des enjeux d'énergie et de préservation du climat. Franck, à vous la parole. Si vous voulez préciser des choses sur Flamme, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis on vous laisse présenter pour 5-6 minutes la question des parcours d'implication. Merci Mathieu. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Franck Sentier, le délégué général de la Fédération Flamme, donc, qui rassemble effectivement les agences locales de l'énergie et du climat de France. Donc, juste pour préciser que les agences locales de l'énergie et du climat sont des agences d'ingénierie territoriale et partenariale spécialisées sur les thématiques énergie-climat. Elles sont présidées par des élus locaux puisqu'elles sont formées, elles sont créées à l'initiative des collectivités locales pour, on va dire, accélérer la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique dans les territoires. Aujourd'hui, il y a 40 ALEC en France. La dernière a été créée il y a tout juste quelques semaines sur la métropole de Strasbourg. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui d'ALEC partout en France, mais voilà, elle couvre un territoire qui regroupe à peu près un tiers de la population française. Alors, l'une des missions de la Fédération Flamme, c'est d'aider à la création d'ALEC dans les territoires. Donc, parmi ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressé par ce modèle, si vous souhaitez créer une ALEC ou simplement si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc on va donc parler voilà, de parcours d'implication des citoyens. En fait, effectivement, comme l'a dit Mathieu, la transition nécessite l'implication de tous. Les collectivités locales essayent de plus en plus de mobiliser les citoyens dans le cadre des politiques énergie-climat, en particulier dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux, par exemple, et puis dans le cadre de projets que l'on rencontre sur les territoires. La difficulté, c'est qu'il est assez simple voilà, de recueillir et de faire participer des citoyens qui sont déjà hyper convaincus, qui sont déjà engagés dans des associations agissantes sur le territoire. Mais bon, si on veut effectivement avoir des avis d'un peu tout le monde eh bien, il faut arriver à mobiliser plus largement que ces seules personnes déjà prêtes effectivement à partager et à exprimer leur avis. Et donc pour ça, bah, par exemple, on a certaines collectivités qui utilisent le tirage au sort pour voilà, essayer d'avoir une représentativité de citoyens qui pourraient participer à ces concertations. Le problème, c'est que quand les citoyens reçoivent voilà, un courrier de la mairie leur disant, voilà, on vous convie à participer à un atelier pour contribuer à telle ou telle thématique, voilà. Pour que les personnes aient envie de se mobiliser, il faut qu'elles soient un minimum sensibilisées. Voilà, et donc c'est pour ça que on a besoin voilà, de sensibiliser les personnes sur les territoires, et c'est l'une des missions des ALEC que de faire cette sensibilisation, voilà, de façon à ce que les citoyens soient mieux informés des thématiques et qu'elles aient envie de participer. Et donc, les ALEC organisent pour ça différents types en fait, d'animation, de sensibilisation, et qui vont de la simple information à des mobilisations pour des changements de comportement. Voilà. En fait, on sait que effectivement le passage à l'acte, le changement de comportement ne s'obtient pas en un jour, et c'est pour ça qu'on peut parler effectivement de parcours d'implication. Alors, les citoyens qui sont a priori non sensibilisés sur ces thématiques, ils vont pouvoir néanmoins être informés de manière ponctuelle dans des événements auxquels ils vont pouvoir aller, par exemple le forum des associations, voilà, lieu de rencontre où beaucoup de citoyens se rendent, ou par exemple la semaine du développement durable, il y a beaucoup de communes qui organisent des événements dans ce cadre-là. Et donc les ALEC, par exemple, tiennent régulièrement des stands dans ces événements pour, voilà, comme ça, accrocher, on va dire, commencer à informer les gens. Et donc, elles font ça comment? Par exemple, en montrant des équipements permettant de réduire les consommations d'énergie, en ayant, voilà, sur le stand des robinets thermostatiques, des mousseurs, des multiprises à interrupteurs, enfin voilà, des choses concrètes, parlantes. Elles ont également des équipements de mesure, par exemple des caméras thermiques. Ça, c'est des choses qui sont assez parlants et qui permettent voilà, de sensibiliser sur les thématiques énergie.
Et puis, côté technologique, ça toujours, ça accroche, on va dire. Donc voilà, donc elles remettent également des guides, des informations sur les bonnes pratiques, des guides ADEME, par exemple. Il y a énormément de guides ADEME sur ces différentes thématiques. Donc voilà, donc ça, c'est un premier niveau, on va dire, d'information et de sensibilisation. Bon, ces stands sont également en fait un moyen de collecter les adresses internet des personnes pour leur dire voilà si ça vous intéresse on peut vous envoyer notre newsletter et comme ça vous serez informé d'autres types d'événements qui pourront voilà continuer à vous informer et à vous former sur ces thématiques et c'est comme ça qu'on peut ensuite on va dire faire atteindre le niveau 2 de la sensibilisation aux citoyens et dans ce cadre-là en fait les ALEC organisent régulièrement sur leur territoire d'action des événements de sensibilisation tout au long de l'année. Elles peuvent organiser comme ça des conférences débats avec voilà, des personnalités qui interviennent sur une thématique. Elles peuvent organiser des ciné-débats. Voilà, on projette un film et ensuite on débat de ce qui a été présenté dans le film. Elles organisent des ateliers éco-gestes, des visites de sites exemplaires. Ça, c'est des choses voilà, qui marchent bien. Hein, organiser les visites de maisons rénovées, par exemple, ou des installations de production d'énergie renouvelable. Voilà. Et puis, dernièrement, les ALEC se sont mis, on va dire, au goût du jour et elles commencent à organiser également des escape games voilà, sur la thématique de la transition énergétique. Donc, c'est des moyens voilà, d'intéresser les gens, et puis les jeunes en particulier, voilà, et et de les sensibiliser de manière un peu ludique. Donc, voilà, en participant à tous ces événements, les citoyens acquièrent comme ça de l'information, des connaissances, et donc ils peuvent après se sentir plus impliqués. Après, la troisième étape en fait de ce parcours, c'est d'aider les citoyens finalement à passer à l'acte, c'est-à-dire à commencer à changer de comportement, parce que c'est ça que l'on vise au final, hein, que les gens changent de comportement pour aller vers la transition, et la transition énergétique et climatique en particulier. Et donc, pour répondre ce troisième niveau, en fait, hein, les ALEC organisent ce qu'on appelle des défis. Voilà. C'est des défis qui peuvent durer plusieurs semaines et qui permettent en fait un passage à l'acte expérimental. On a par exemple le défi énergie. Voilà. Donc, les participants essayent de réduire leur consommation d'énergie à la maison en général pendant l'hiver, hein, parce que bon, le chauffage, ça représente une part importante, évidemment, de la consommation d'énergie à la maison. Et puis, les conseillers des ALEC donnent des trucs, des astuces pour réduire la consommation énergétique des différents équipements dans la maison. Objectif, bien sûr, sans perte de confort, parce qu'on n'est pas là pour retourner à l'âge de pierre. Donc voilà, donc un défi énergie. On a également, par exemple, le défi zéro déchet, pendant lequel les participants essayent de réduire leurs poubelles d'ordures ménagères. Voilà. Et puis, on a également le défi mobilité, où les participants essayent d'utiliser des moyens alternatifs à la voiture dans le cadre de leur déplacement quotidien. Voilà. Donc, toutes ces démarches expérimentales permettent vraiment de commencer à se lancer. Et puis, ce que l'on voit, ce que l'on observe, c'est que voilà, quand les gens expérimentent des changements de comportement, voilà, il arrive quand même que ces changements de comportement deviennent pérennes. Et en particulier, on le voit parce que sur le défi énergie, on a une longue expérience de l'organisation de ce type de défi. Et en fait, on voit qu'il y a des personnes voilà, qui s'inscrivent à ces défis plusieurs années de suite. Et bien, à chaque fois, ils arrivent à réduire encore leur consommation d'énergie. Donc, voilà, on voit que des réflexes qui peuvent être acquis pendant ces choses, ces défis, en fait, peuvent rester pérennes. Et donc, voilà, une fois qu'avec ces expérimentations, finalement, on peut aussi encourager et puis les citoyens finalement à rentrer dans des passages à l'acte qui sont plus impactants, comme la rénovation énergétique de leur logement, puisque c'est un gros sujet. Voilà. Et là, donc, les ALEC, alors j'entends la petite musique, mais j'en ai pour encore une minute à peine. Ça Et là marche. encore, donc les ALEC apportent leur aide, puisqu'elles sont la plupart du temps animatrices sur leur territoire des espaces conseils faire, des plateformes territoriales de rénovation qui permettent voilà, d'aider les citoyens à faire, à faire ces changements enfin, voilà, avoir ces actions de transition énergétique plus impactantes.
Et voilà, donc bon, évidemment, ce parcours que j'ai décrit est un peu théorique. Évidemment, tout le monde ne passe pas par toutes les étapes, mais globalement, en fait, quand même, on voit effectivement que il y a toute une maturation de ce processus et de cette sensibilisation qui peut, évidemment, à ce moment-là, donner envie aux personnes de s'impliquer dans les concertations mises en place par les collectivités locales. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck. Désolé pour la petite musique, mais Non, pas de problème, c'était le jeu. d'abord, je ne sais pas si vous avez pu regarder, Franck, d'un petit coup d'œil dans le chat, mais on a le résultat du sondage. Donc, on a un tiers en fait du public qui connaît les ALEC. Alors, je ne sais pas si ça correspond à vos stats habituelles ou si c'est différent. Bon, disons que non, c'est pas surprenant. On sait qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore connu. Alors, comment je disais qu'on était à peu près sur un territoire représentant un tiers de la population française. Donc, finalement, on peut dire que les gens nous connaissent quand il y a une Alex sur leur territoire Ouais. et moins quand il n'y en a pas. Mais bon. Et puis, il y a une question qui est arrivée, alors qui pourra être adressée dans toutes les thématiques, mais du coup, je vous la pose à vous, qui est la question particulière des territoires ruraux, des petites communes, des communes, la question cite moins de 2000 habitants. C'est une problématique qui est spécifique chez vous? Ben, on va dire, en fait, on a des ALEC qui interviennent aussi bien sur des territoires urbains très denses que sur des territoires ruraux, hein. On a des ALEC qui interviennent finalement à des échelons départementaux. Donc, par exemple, les animations que j'ai décrites tout à l'heure, en fait, on les organise sur un territoire qui peut être effectivement à l'échelon d'un département. Et comme ça, quand on organise, par exemple, les défis énergie, ben, on a des équipes qui proviennent de différentes communes. Et ça peut être effectivement de communes tout à fait rurales, hein. C'est des choses que l'on fait régulièrement dans ces ALEC-là. Très bien. Et c'est une question effectivement qu'on se reposera si vous êtes d'accord sur tous les thèmes. Moi, j'avais une question de mon côté, alors pour faire réagir aussi nos autres experts, nos autres invités, ce serait de revenir sur cette notion que vous avez mise en avant, que je trouve très intéressante, qui est la notion du passage à l'acte. Et c'est effectivement, ces moments de bascule où, à partir d'une sensibilisation ou d'information, tout à coup, on observe un changement de comportement. J'imagine que ça peut se faire dans plein de domaines. Peut-être vous voulez redire un mot là-dessus, Franck. Est-ce que les uns ou les autres, n'hésitez pas à me faire un petit signe dans le chat, vous voulez réagir par rapport à cette notion de passage à l'acte? Peut-être Franck, si vous voulez redire quelque chose là-dessus. Non, enfin, juste dire qu'effectivement, c'est toujours c'est ce qu'on vise finalement, hein. Toutes ces sensibilisations, ces informations que l'on donne, elles ont toujours pour objectif de faire changer le comportement des gens pour aller vers plus voilà, vers une transition énergétique et lutte contre le changement climatique, puisque ce sont les sujets, voilà, que traitent les ALEC. Merci. Est-ce que l'un des intervenants souhaite réagir par rapport à ça? Rémi, peut-être si vous voulez réagir. Je reviendrai peut-être sur la notion de passage à l'acte. Oui, nous, on parle beaucoup de l'agir ensemble, en effet, hein, pour développer des dynamiques coopératives. Entendu. Parmi les autres, c'est ce moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui accroche et qui bascule, non? C'est pas quelque chose que vous avez pu observer dans vos démarches d'accompagnement? Ouais, Martin, avec votre micro. Effectivement. Oui, effectivement, ça reste toujours un des objectifs. Pour moi, c'est aussi un des objectifs complémentaires. On en reparlera sur l'utilisation du numérique. Le but, c'est de faire prendre des décisions et de savoir voilà, qui les prendra. Voilà. Toute la dimension aussi politique est importante et la dimension aussi enfin, j'en parlerai tout à l'heure, moi, du triangle entre les experts, la société civile et les collectivités et le territoire. Il y avait un deuxième thème qui m'a frappé dans votre intervention, Franck. Enfin, en fait, c'est un objet que vous avez cité, qui est l'objet Escape Game, mais ça m'a fait penser de manière plus générale à la question de la convivialité, presque jusqu'à l'aspect ludique que vous signalez là, mais cette dimension de convivialité qui traverse cet enjeu, qui traverse toutes les questions de participation. Franck, c'est au-delà de l'escape game, c'est quelque chose sur lequel les ALEC travaillent, cette idée qu'on passe un bon moment quand on vient vous voir?
Ouais, complètement. Enfin, je veux dire, toutes les animations qui sont organisées par les ALEC, il y a toujours cette volonté de rendre le moment agréable. Voilà, effectivement, ça, c'est capital, hein. Enfin, si on a envie que les gens se déplacent, viennent en soirée, assister à une conférence ou voilà, participer à un défi qui va durer plusieurs semaines, ouais, il est important que les choses se fassent dans la convivialité. D'ailleurs, par exemple, le défi énergie, il est organisé en équipe en général. C'est-à-dire que ce sont des familles qui se regroupent ensemble au sein d'équipes pour ensemble essayer de s'améliorer. Donc, elles s'organisent entre elles, les membres de la même équipe organisent entre eux des événements, enfin des rencontres en fait pour voilà, conviviales, des moments conviviaux comme ça. Effectivement, d'autant plus sur des heures qui sont parfois enfin, traditionnellement consacrées plutôt au cercle familial. Vous parliez de soirée, ça peut être le week-end. Donc effectivement, si on n'a pas ce plaisir à être là, ça rend les choses plus compliquées, j'imagine. Clairement. Ça nous fait, je pense, une belle transition vers notre deuxième thématique qui va être abordée par Rémi de Montaigne de l'UNADEL. Juste avant de présenter Rémi en un mot, je vous réinvite, internautes, à ne pas hésiter à poser des questions sur le chat, même des questions qui ne vous semblent pas directement en lien avec le sujet qu'aborde l'intervenant. Alors évidemment, plutôt en lien avec notre sujet du jour, ça sera plus simple pour y répondre, mais vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, le deuxième intervenant et la deuxième thématique, donc Rémi de Montaigne, qui est délégué national de l'Union nationale des acteurs du développement local. J'en dis deux mots, et puis je laisserai évidemment à Rémi le soin de compléter. Donc, cette union qui est aux côtés des collectivités, qui a vous pourrez le constater sur son site, différentes propositions, façons de travailler, d'accompagner. Il y a notamment ce que l'UNADEL appelle les écoutes territoriales et citoyennes, avec une posture d'écoute travaillée, une empathie vis-à-vis du territoire. Et puis les carrefours des métiers, qui sont des lieux d'analyse collective où se croisent les regards des professionnels, des élus, pour travailler sur les enjeux locaux. Et Rémi va nous parler donc de l'enjeu de comment, toujours cette question du comment qui est centrale aujourd'hui, comment créer et animer des espaces de coopération informels et informels. Rémi, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup Mathieu. Donc oui, en effet, les deux dispositifs, là, le carrefour des métiers et les écoutes territoriales, qui me permettent de présenter l'analyse que je vais vous faire ici. En fait, depuis 2015, l'UNADEL réalise des écoutes territoriales. Donc, on a écouté territoires différents. Et cette année, l'objet des écoutes, c'était comment dynamiser l'articulation entre les initiatives citoyennes et les politiques publiques dans une perspective de transition. Et donc, dans cette idée, on va à la rencontre acteurs du territoire, un territoire qu'on identifie, et on rencontre les associations, les élus, les entreprises, les agents, enfin, les habitants, le plus d'acteurs possible pour réussir à en tirer une analyse. Et avant de commencer, peut-être une affirmation, enfin, et peut-être le dire très clairement aussi, par rapport à cette question du comment. Comment, il n'y a pas de recette magique, en fait. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de modélisation possible et diffusable à tous les territoires, et il n'y a pas forcément la possibilité, voilà, de mener des kits de bonnes pratiques applicables partout. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les démarches qui fonctionnent, c'est vraiment celles qui sont faites sur la spécificité du territoire, qui part du territoire, et où il y a beaucoup d'humains, beaucoup de coopération et d'intelligence collective. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais insister dans mon intervention. C'est un sujet qui est plutôt fragile, donc évidemment on avance avec beaucoup d'humilité, et l'idée c'est vraiment d'essayer d'ouvrir aussi des discussions et des réflexions. Donc je suis désolé, je vais parler un peu du comment impliquer la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi en retour et en regard de la nécessité d'intégrer les projets citoyens aux politiques publiques pour faire coopération et pour provoquer justement cette rencontre. Donc, de nos écoutes et des travaux du Carrefour des métiers, on retient 3 enseignements principaux. On peut dire que les enjeux de transition nous obligent à renouveler les pratiques et que l'impulsion publique, elle ne suffise pas. On a vu sur le Covid, tous les territoires qui avaient des habitudes de coopération ont pu être plus réactifs pour mettre en place des masques cousus par la société civile, des visières, des repas partagés fourniture de repas pour les anciens, etc. Donc on a vu que les territoires qui étaient plus dotés, c'était ceux qui avaient des habitudes de coopération.
On a vu aussi que travailler en silo, ça devient contre-productif. Et ça nécessite vraiment du coup des espaces de dialogue. Et quand on parle évidemment d'espace, on parle de temps aussi, bien sûr, de temps spécifique et partagé pour développer ce qu'on peut appeler une forme de co-responsabilité et que tous les acteurs soient co-responsables des projets et de l'avenir du territoire. Et troisième point donc, que je vais développer, c'est le changement de posture, la nécessité du changement de posture et d'une ingénierie adaptée, notamment une ingénierie d'animation et de coopération, dont on parle régulièrement. Quand on parle de la nécessité de renouveler les pratiques et de partir de l'existant, la culture de coopération qu'on a pu constater, là, notamment dernièrement sur les dernières écoutes, c'est l'importance de l'échelon de proximité pour la se fait plutôt à l'échelle communale, voire au niveau du quartier, pour tout ce qui est la ville. Et c'est compliqué d'aboutir à une coopération qui se fasse plus au niveau intercommunal, en tout cas entre société civile et politique publique. Il y a évidemment des niveaux variés de coopération et de dialogue en fonction des territoires, mais déjà de poser l'idée de politique publique et initiative citoyenne ou société civile, d'affirmer une rupture, une fracture entre deux mondes. Et du coup, cette fracture, elle peut s'alimenter, elle peut s'alimenter de méfiance, elle peut s'alimenter de défiance, etc. Et ça fait partie aussi d'un héritage et des réalités qu'il faut réussir à dépasser. Et les découpages administratifs facilitent pas forcément la synergie des uns et des autres. Du coup, ce qu'on a pu constater, c'est une myriade de petites initiatives, qu'elles soient publiques ou citoyennes, avec des ambitions de transition affichées, mais qui sont très éparpillées et pas forcément concertées. Et d'où peut-être le rôle de dynamiques plus larges et plus collectives comme la fabrique des transitions, par exemple. On a vu aussi du coup que dans cette même logique, on a une logique du coût de la coopération et du coût de partenariat, où on voit que l'acteur associatif, par exemple, c'est plus un coût parce qu'on va le subventionner. Et donc on est plus dans une posture de charge pour la collectivité. Et on nourrit très peu le dialogue et l'ingénierie nécessaires pour développer les vrais partenariats. Par contre, sur chaque territoire, il y a quand même des substrats spécifiques de solidarité et qui sont favorables à la coopération. Les mouvements mutualistes, les dynamiques de fédération d'éducation populaire, alors ça peut être les foyers ruraux, les centres sociaux, les MJC, etc. Les coopératives paysannes, voilà, il y a beaucoup de dynamiques qui préexistaient, qui font partie de l'histoire du territoire et qui sont intéressantes justement à identifier parce que c'est des terreaux de l'engagement pour aller chercher des citoyens. Et s'appuyer sur ces dynamiques-là, ça peut être vraiment très intéressant pour une collectivité. Et à chaque fois qu'on arrive du coup à créer ce dialogue et à créer ces rencontres entre citoyens et collectivités, on voit qu'il y a une montée en compétence de tous les acteurs. La production de l'intelligence collective, elle est favorable certes aux politiques publiques, certes elle peut être nourrie d'experts, mais il y a aussi la notion d'expertise d'usage qui est très importante et qui peut être très intéressante pour une collectivité aussi à exploiter. Sur la notion d'espace, une des premières questions peut-être à se poser, c'est où est-ce que vous rencontrez, que vous soyez une association ou une collectivité, où est-ce que vous vous rencontrez les uns les autres? Où est-ce que vous avez la possibilité de construire des projets ensemble et de partager des points de vue et une vision du territoire de là où vous voulez aller? Alors, il y a des espaces permanents, les commissions extra-municipales, les conseils municipaux des enfants, les conseils de quartier, conseils de développement. Enfin, voilà, c'est des espaces permanents qui peuvent nourrir cette dynamique. Mais une des questions aussi à se poser, c'est à quoi servent ces espaces? Est-ce que c'est des espaces qui sont là pour valider des projets ou pour informer, pour concerter? Ou alors est-ce que c'est des espaces qui sont là pour décider ensemble, pour coporter des dynamiques communes, etc. Et une fois qu'on a cette question et qu'elle est clairement affichée aussi au niveau de l'ambition de l'espace, c'est plus facile de mobiliser le citoyen qui sait à quoi s'attendre. Voilà, on peut mobiliser un citoyen en lui faisant croire à un espace de décision alors que c'est un espace d'information, ça va être évidemment plus compliqué. Et ça nécessite du coup de travailler sur la structure de la collectivité. Est-ce que la collectivité et la gouvernance de la collectivité est en phase avec l'ambition de faire participer les habitants? Et si oui, à quel niveau? Alors, il y a des structures, là aussi, régulièrement, qui permettent d'interroger à ces niveaux-là. Et c'est sûr que pour faire participer les citoyens, et avant de les faire participer, il faut savoir si la gouvernance qu'on a
et adaptées à la participation. Et de la même façon, peut-être s'interroger sur chacun des projets ou sur chaque niveau de participation qu'on souhaite, à quel moment c'est le plus intéressant d'impliquer les citoyens et à quel moment on peut le faire. Et également dans la logique d'éviter l'épuisement. On parle beaucoup de l'engagement des citoyens aujourd'hui. Il y a un épuisement à s'engager à différents niveaux dans tous les espaces. Voilà. Est-ce que la concertation avec les habitants est nécessaire à tous les niveaux? Ce qu'on a relevé, peut-être en termes de possibilités qu'on va formuler en matière de besoins, il y a besoin d'organiser des temps d'engagement qui soient plus éphémères, qui soient par exemple sur des projets. Un exemple, c'est par exemple la notion de bureau d'études citoyen pour un aménagement d'une place ou réhabiliter un parc, un théâtre. Voilà, on peut faire justement appel à un bureau des usagers qui serait à même d'apporter un éclairage sur l'usage là qui est prévu, qui conviendrait à l'usage que moi je pourrais en faire. Ça, c'est une forme d'engagement éphémère qui peut être intéressante de développer. Il y a besoin de sortir des cadres habituels aussi pour décristalliser les postures avec, par exemple, la possibilité d'organiser des petits déjeuners partagés. On revient à la notion de convivialité dont on parlait tout à l'heure. Mais sortir des cadres formels, ça libère aussi les initiatives, ça libère la parole et ça permet de développer une autre situation. Le besoin aussi d'aller vers. On peut essayer de faire venir dans les espaces, on peut faire venir dans sa mairie, dans les locaux de la mairie. On voit bien que ça a une certaine limite et qu'on touche toujours les mêmes personnes, d'où cet effet de toujours décrit par Joe Spiegel à Kingersheim. Mais il y a vraiment ce besoin d'aller vers, et en dépassant les locaux et en faisant du hors les murs, pour emprunter un terme qui est plutôt lié à la culture, on voit qu'on arrive à toucher d'autres publics en organisant une réunion dans les tiers-lieux ou dans un gymnase. Voilà, tout peut être possible. Et enfin, oui, il y a aussi le besoin d'agir ensemble par le faire. Et on voit bien que, par exemple, si on veut aménager un espace urbain, comment est-ce qu'on peut associer la matériothèque ou la recyclerie du coin, par exemple, pour les associer à la démarche et du coup s'inscrire dans une logique où ensemble on va faire quelque chose et très concrètement on va produire quelque chose en commun. Donc c'est plus forcément que la collectivité qui est porteuse et qui produit, mais c'est quelque chose qui devient tout de suite coporté. Voilà, donc il y a différents territoires qui s'organisent et qui peuvent être très inspirants pour ce genre de démarche. Alors j'ai cité Kingersheim, voilà, vous avez aussi l'association BioVallée qui est très intéressante puisque c'est une structure d'animation, donc un espace d'animation justement de la rencontre au niveau de 3 intercommunalités et qui permet le dialogue entre justement les différents types d'acteurs qu'il peut y avoir sur les territoires. Le troisième point, donc, c'était miser sur cette ingénierie d'animation pour faciliter le changement de posture aussi. Parmi les enseignements qu'on retire là, des travaux d'écoute territoriale, c'est vraiment la nécessité de développer à côté de l'ingénierie de gestion, une ingénierie, à côté de l'ingénierie de gestion et d'une ingénierie technique, une ingénierie de la coopération. Et en général, les agents des collectivités ont déjà un peu ce rôle-là, puisqu'ils sont souvent les interlocuteurs, interfaces dans ce triptyque. Alors, je ne sais plus qui parlait de triptyque tout à l'heure, experts, société civile, collectivité. Nous, on aime bien parler de élus, agents, société civile. Voilà, et on voit bien que les agents ont un rôle capital à jouer dans cette animation. Et la nécessité pour une collectivité de se transformer en animateur facilitateur. Voilà. Pour pas être trop long et pour aller directement à la conclusion, il y a aussi besoin de laisser des espaces de créativité pour les projets des habitants. La collectivité n'est pas forcément obligée d'être impliquée dans tout, elle peut aussi ouvrir des espaces, voilà, ça peut être des tiers-lieux, où les rencontres peuvent se faire et ça peut laisser le champ libre aussi aux initiatives des habitants qui peuvent développer des choses très intéressantes pour le territoire. Merci Rémi. On va s'arrêter là.
Si tu as encore un dernier point. Juste un petit mot quand même, c'est sur ces notions-là, il y a beaucoup d'initiatives inspirantes, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres, mais sur cette question de démocratie et d'ouvrir des espaces de coopération, il y a quand même un enseignement qui est il faut expérimenter, expérimenter, expérimenter en partant du territoire, de ce que vous savez faire et de ce que vous êtes et des acteurs qui sont présents. Merci beaucoup, Rémi. Plusieurs questions sont arrivées sur le chat. Alors, il y en a 2 ou 3 qui relèvent des ALEC. Je vous propose de les garder pour dans quelques instants, quand on fera la transition vers le 3e sujet. Je redonnerai la parole à Franck un instant. En lien avec ce que disait Rémi, il y en a plusieurs qui sont arrivés, notamment autour des élus. Une question autour de comment convaincre des élus qui peuvent s'avérer frileux, en fait, sur les questions de participation. Et puis, il y en a une qui est un peu différente, posée de manière peut-être plus diplomatique, sur quelle serait une gouvernance adaptée à la participation. Sur ces questions d'articulation et d'enjeux autour des élus, Martin voulait dire un mot. Peut-être, Rémi, on te laisse la primeur et puis on donnera la parole à Martin ensuite et aux autres s'ils veulent intervenir. Alors, sur la première question, comment convaincre les élus, évidemment, je n'ai pas forcément la réponse adaptée à la situation à laquelle la personne pense. Il y a peut-être 2 façons par le risque, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de concert 8 ans, il y a des risques assez sérieux, les risques de création d'une opposition municipale de plus en plus forte, voilà, le risque d'accroître ce climat de défiance qu'il peut y avoir les habitants et les acteurs. Il peut y avoir l'idée aussi de passer à côté de projets intéressants, parce que la collectivité ne peut pas porter à elle seule ces initiatives, et il y a des projets qui sont en jachère souvent dans les espaces et qui méritent d'être valorisés et accompagnés. Donc voilà, il y a peut-être ces deux côtés, à la fois le côté ce que vous risqueriez de gagner à mieux coopérer. Merci. Martin? Et donc, moi, je vais compléter avec deux autres pistes. La première, c'est de leur dire d'y aller progressivement. Donc, on parlera tout à l'heure justement des 5 phases de la participation. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Beaucoup d'élus sont peut-être frileux parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Et là, on peut très bien leur démontrer qu'ils peuvent aussi aller sur des démarches participatives, on va dire, un peu plus légères. Et le deuxième aspect que je vois, et ça a été cité dans le chat, c'est d'illustrer, donner des exemples, montrer que ça a été fait ailleurs. Le CEREMA, là, il y a eu une actualité sur Action citoyenne, accélératrice de la transition qui est dynamique du CEREMA. Il y a beaucoup de choses qui existent sur les réseaux et puis sur les différents acteurs, voilà, qui peuvent illustrer et donner envie. Et rien de tel que d'aller visiter un autre territoire pour aussi inciter à passer à l'action. Merci Martin. Moi j'avais un point qui m'a intéressé, enfin tout m'a intéressé bien sûr Rémi, dans ce que tu disais, mais tu as mis en relief la question de l'histoire du territoire, et il me semble qu'effectivement c'est un enjeu très important, quelque chose de l'ordre de l'histoire, de la culture, de l'implicite sur un territoire, à quel point la prise en compte de ces éléments sont fondamentaux dans la réussite de démarches de participation, de concertation. Tu peux nous redire un mot là-dessus? On arrive sur la question de la vision partagée en fait du territoire. Et quand on veut mener un territoire quelque part, c'est ce qui est le cas en général quand on est élu, il faut s'appuyer sur l'héritage de ce territoire-là. Je parlais notamment de tous les espaces et toutes les dynamiques de solidarité en fait qui existent déjà sur les territoires. Si on veut créer une vision partagée et embarquer le plus de personnes possible sur des questions de transition ou une vision partagée des territoires, c'est essentiel de s'appuyer sur ces logiques de coopération qui préexistent. Les mouvements d'éducation populaire, comme je disais, hein, les dynamiques mutualistes, etc. Sur tous les territoires, il y a des spécificités et il y a des leviers qu'on peut aller chercher. Et il y a des personnes qui ont travaillé, je pense notamment au CERD,
qui a travaillé sur la mise en récit des territoires et qui montre bien la nécessité de s'appuyer sur ces substrats pour construire le récit de territoire et montrer d'où on va pour montrer aussi vers quoi on va. Vouloir faire table rase du passé et essayer de convaincre avec des nouveaux mots qui sont ça peut être plus compliqué. Je te remercie. J'en profite pour relayer une remarque qui est arrivée sur le chat autour de la charte de la participation du public qui est proposée depuis un bon moment maintenant du côté du ministère de la Transition, donc sur le site écologie.gouv.fr. Cette charte, autour de laquelle vit une vraie communauté autour de ces questions de participation. Je peux en parler parce qu'on y adhère depuis peu et effectivement c'est quelque chose de très vivant et ça fait écho un peu aussi à ce que disait Martin sur le partage d'expériences. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, à jeter un œil du côté de cette charte participation du public. Et puis comme promis, je redonne la parole un instant à Franck puisqu'il y a des questions qui sont arrivées sur les ALEC. Comment on peut bénéficier de leur accompagnement, surtout quand on est dans un département où il n'y en a pas. Et puis même plus précisément, comment on peut mettre en place les fameux défis. Alors, le problème, c'est que les ALEC, comme je l'ai mentionné, sont des agences territoriales, c'est-à-dire qu'elles n'agissent que sur leur territoire d'action. Donc, si on veut pouvoir bénéficier des services d'une ALEC sur un territoire, s'il n'y en a pas, il faut en créer une. C'est ça la solution. Après, il existe les ALEC qui peuvent être, par exemple, à l'échelon d'un département complet. Parfois, elles ne sont pas en relation avec l'ensemble des communes de ce département. Donc, il ne faut pas hésiter quand on a une ALEC sur un territoire, ou à la limite, le territoire, au niveau départemental, c'est à peu près l'échelon le plus grand, mais il y a certaines ALEC qui sont un échelon de quelques intercommunalités. Donc, si on est une interco située juste à côté, il ne faut pas hésiter à discuter avec l'ALEC parce qu'après, une ALEC peut aussi étendre son territoire si c'est pertinent. Donc voilà, c'est aussi un moyen de bénéficier de services d'une ALEC. Mais c'est vrai que une ALEC n'a pas vocation à intervenir sur un territoire qu'elle ne connaît pas et en dehors duquel elle est implantée. Donc, c'est pas son sujet. Après, pour les défis, il faut dire les défis que j'ai mentionnés, en fait, ils sont pas organisés que par les ALEC. Hein. Il y a d'autres, il peut y avoir des associations, d'autres types d'organismes qui organisent ce genre de défis sur les territoires. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Déclic, qui est donc justement propose d'organiser ces défis donc c'est une plateforme numérique, un outil qui permet d'organiser des défis et donc je dirais une association intéressée pour organiser ce type de défi sur un territoire, elle peut passer par cette plateforme pour organiser ça. Eh bien, encore une transition parfaite. Un outil numérique. On va basculer sur le troisième point du jour, qui est justement la question de l'usage du numérique dans les processus de participation. C'est Martin Dizière qui va nous en parler, donc au nom de l'Association des ingénieurs et des ingénieures en chef territoriaux de France, l'AITF. Martin, qui est membre du Bureau national, action et réflexion transversale des groupes de travail, et puis qui co-anime le comité technique national de l'AITF. Martin, sur ces enjeux du numérique, c'est à vous. Oui, donc bonjour à tous. Donc comme j'ai indiqué tout à l'heure lors de mon intervention, c'est vrai que donc déjà l'AITF rapidement pour dire on est 4000 ingénieurs territoriaux dans l'ensemble des collectivités territoriales de France, les communes, les intercos, les départements, les régions. Et nos dernières rencontres nationales de l'ingénierie territoriale ont porté sur le numérique. C'est pour ça que quand on avait échangé sur la thématique de la participation, naturellement, j'ai pensé que l'implication du numérique dans les processus de participation, c'était quelque chose aussi d'actualité et à mettre en avant lors de ces assises de l'ingénierie de l'ANCT. On part, nous, du principe à l'AITF, on aime bien s'appuyer sur les lignes directrices internationales de la planification urbaine et territoriale,
de ONU Habitat, qui met en avant 4 acteurs. Et là, les 4 acteurs, ils sont assez bien représentés autour de la table. C'est les gouvernements, les collectivités territoriales, les acteurs locaux, les experts, donc ingénieurs, urbanistes, et la société civile. Et c'est en faisant bien fonctionner ces 4 acteurs ensemble qu'on va réussir à avoir une gouvernance durable des territoires. J'ai vu que lors du petit sondage sur les différents niveaux de participation, il y a eu quand même 4 personnes sur 10 qui disaient être au courant de ces 5 niveaux de participation, ce qui est déjà très bien dans notre public. Parce qu'effectivement, quand on parle de gouvernance et on va parler d'implication des citoyens, rarement on prend le temps de parler de ces différents niveaux d'implication. Et on a très souvent tendance à mélanger un peu ces différents niveaux. Donc les 5 niveaux, je les recite rapidement. C'est l'information, on va juste informer. La consultation, où là, on vient quand même prendre l'avis des habitants, des usagers. La concertation, où là, on rentre quand même dans un niveau d'échange. Et surtout, d'où le titre de notre atelier, le niveau de la coproduction et enfin le niveau de la codécision. Et c'est là où on voit que, on a pu le voir avec les résultats de l'abstention, ou on va dire les questions qu'on peut avoir sur notre manière de faire fonctionner nos territoires et notre pays. Cette question de la participation, elle devient vraiment centrale actuellement dans les collectivités et dans notre manière de gouverner nos territoires, pour justement recréer du lien et recréer un peu du sens dans la gouvernance de nos territoires. Voilà, donc ça, je trouvais ça important quand même de repréciser ça et de dire que c'est en fonctionnant à 4, niveau gouvernement, enfin État, local, experts et citoyens, qu'on va arriver à créer des démarches participatives. Et vous aurez peut-être compris un peu que l'idée, c'est quand même d'essayer d'aller plutôt sur des démarches participatives fortes, avec, on va dire, une haute valeur démocratique ajoutée, que de se contenter juste sur des démarches plus, on va dire, plus basiques, comme de l'information et de la consultation. Un des points importants qu'on met en avant, nous, au sein de l'AITF, c'est de bien définir 3 choses dans le cadrage politique de ces démarches participatives. C'est les sujets, les objets et les budgets. Les sujets, c'est Rémi et Franck, on en parlait un peu, on en parlait déjà avant lors des interventions, mais qui participent, on parle de plus en plus de personnes tirées au sort. Et effectivement, quand on voit dans nos démarches participatives, la représentativité est une question importante et qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on ouvre cette participation à l'ensemble du territoire, ou est-ce qu'on le réserve sur des agents? Est-ce qu'on va réussir et comment est-ce qu'on va réussir aussi à les capter? Les objets, c'est de bien définir les thèmes fixés, la localisation, par exemple, du projet. Est-ce qu'il y a des politiques publiques bien précises? Et sur les budgets, j'ai vu une question dans le chat. Est-ce qu'on va donner un budget spécifique pour ces démarches participatives qui sera fixe déjà avant d'avoir commencé la démarche, ou est-ce qu'il sera variable? Est-ce qu'il sera dédié, ou est-ce qu'il sera générique et vraiment pris sur le budget général de la collectivité? Ces 3 points-là, sujet, objet, budget, si on n'a pas ce cadrage-là politique, on est sûr d'aller vers un échec et d'avoir des déceptions, de ne pas réussir à susciter l'adhésion et d'avoir une désillusion citoyenne ou juste de la communication politique, quoi. Et c'est vraiment on va dire un des enjeux actuels. Pour en arriver enfin donc sur la partie du numérique, on voit bien que le numérique devient un outil au service de ces démarches participatives. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est grâce au numérique, on va déjà avoir un premier avantage, c'est de réussir à capter un public qui est assez éloigné. Enfin, on va élargir
réussir à élargir son public. On a pu le voir aussi avec la séquence qu'on a vécue avec le Covid, c'est que ça permet aussi de maintenir le lien avec les habitants. On a vu beaucoup de collectivités qui avaient des outils de démarche participative, les transformer pour les mettre au service de plateformes d'entraide, des habitants. Et un autre point, le numérique va permettre aussi de former les habitants aux enjeux et aux contraintes du territoire. Et là, je voulais illustrer mon propos avec ce qui a été mis en place au niveau de Orléans Métropole, qui ont fait des assises de la transition écologique et qui sont partis réellement vers une série de webinaires qui ont été réalisés avec les élus et les services pour former les habitants et leur expliquer un peu les enjeux, les contraintes qu'ils avaient pour mettre en œuvre, justement, on parlait tout à l'heure de passer à l'action, former les habitants pour qu'ils puissent avoir les informations pour pouvoir décider et après s'engager. Sur Orléans Métropole, la collectivité a aussi mis en place une plateforme numérique globale, donc après ces parties de webinaires, pour recueillir toutes les initiatives et fédérer le tissu associatif, les acteurs locaux, et créer on va dire un microcosme, créer une synergie territoriale qui était collectée sur cette plateforme numérique, et pour aboutir après à des solutions, à des actions qui sont d'ailleurs en cours de discussion. Un autre exemple qu'on a mis en avant qui est d'actualité et qui est souvent une des locomotives des démarches participatives et du numérique. Je vais accélérer, Mathieu, je suis désolé. Très rapidement, voilà, c'est Rennes Métropole, avec les budgets participatifs et la Fabrique citoyenne de Rennes. Ils ont réussi à créer une vraie dynamique participative. Alors, je reprends rapidement leurs chiffres, hein. C'est 3,5 millions d'euros par an, donc c'est un budget qui est dédié. Là, on est sur la 5e édition, il y a eu 554 projets déposés, 252 projets soumis au vote, 16 897 votants, 52 000 votes, puisque les votants pouvaient voter sur plusieurs, et 31 projets lauréats. Donc, vraiment, pour conclure, ça montre que, le numérique est un vrai outil pour développer de nouveaux publics. Un point à ne pas oublier, c'est que ce n'est qu'un outil et qu'il faut bien penser à l'inclusion numérique, donc à penser aussi à bien maintenir du présentiel, maintenir des possibilités de lignes téléphoniques ou de formulaires papier, ce genre de choses, et s'appuyer sur des démarches de communication volontariste pour essayer d'aller trouver l'ensemble des participants et des votants. Juste dernier point, ça montre quand même bien dans l'ensemble de nos démarches participatives, on reste encore sur des démarches certes plus importantes qu'une réunion publique. Là, on est sur 16 000 votants sur Rennes, mais on reste quand même sur des pourcentages de population qui sont quand même assez faibles, parce qu'on reste sur du 1 ou 2% de la population. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Juste avant les questions, une contribution nous a été faite sur l'histoire des fameux défis dont parlait Franck. On nous fait remarquer que les associations du réseau d'éducation à l'environnement et à la nature cartographient les associations formées pour réaliser ces défis sur un site qui est frene.org, frene.org. Et puis, je rappelle que l'UNADEL développe des écoutes territoriales avec la question de l'écoute au cœur des enjeux. C'est quelque chose à découvrir sur le site de l'UNADEL. Et puis, alors en termes de questions, moi je voulais faire peut-être réagir, Martin a déjà réagi, mais par rapport à cette question qui est venue sur le chat du budget participatif, un peu sur le thème, est-ce qu'un budget participatif peut constituer un bon cheval de Troie sur les questions de participation? Est-ce que l'un ou l'autre de nos experts souhaiterait s'exprimer sur cette question? Un petit signe de la main si cette question vous
s'interpellent. Alors moi je veux bien abonder, mais j'en ai déjà un peu parlé, je laisserai parler les autres. C'est vrai, effectivement, le budget participatif, en ayant un impact financier, et s'il est bien, bien précisé comment est-ce qu'il fonctionne, et bien avec une bonne communication, a tout son sens, parce qu'on voit que c'est concret, on voit que on a une idée, on peut la soumettre, et on a une possibilité d'être retenu. Ok. D'autres réactions sur ce thème? Franck, merci. Oui, ouais. Micro, Franck. Pardon. Oui, le budget participatif, évidemment, c'est quelque chose de puissant, mais il faut aussi avoir conscience que c'est quelque chose pour une collectivité, c'est pas quelque chose forcément de simple à mettre en œuvre. Et c'est quand on se met du côté de la collectivité, c'est peut-être pas la première chose à faire pour lancer des processus de concertation, parce que c'est un dispositif qui est déjà assez complexe à mettre en œuvre. Donc, Entendu. Il y avait d'autres questions. Alors, une question sur le numérique qui est arrivée sur la question. Pardon. Sur la partie budget participatif, et peut-être pour décaler un peu le débat, il y a des plateformes aujourd'hui qui se mettent en place, et notamment dans certains départements comme l'Ardèche ou la Corrèze, des plateformes de crowdfunding et qui peuvent rappeler peut-être cette démarche de budget participatif, sauf que pour le coup, c'est la collectivité qui présente non pas des projets à choisir et à financer, mais c'est des projets citoyens qu'on souhaite, sur lesquels on pourrait investir de l'argent. C'est une alternative aussi au budget participatif, on va dire, pour financer les projets de territoire. Rémi. Je reviens juste un instant sur le numérique parce qu'il y a une question effectivement qui est arrivée. Entre-temps, une remarque aussi, le fait qu'il y a une association qui s'appelle le budget participatif qui peuvent conseiller sur ces sujets. Mais je reviens à cette question sur le numérique par rapport au côté. Alors, Martin a fait une allusion à la dimension d'inclusion, mais la question porte sur les âges. N'y a-t-il ou n'y a-t-il pas un risque d'exclure certaines classes d'âge en utilisant le numérique? Martin, peut-être une réaction là-dessus? Alors, bon, je ne serai peut-être pas l'expert qui va permettre d'avoir un regard très, on va dire, exhaustif sur ce sujet. Je peux renvoyer vers le think tank Décider Ensemble qui met en place l'Observatoire de la démocratie numérique. Voilà, si ça peut être aussi un bon lien. Il y a quand même, quand on parle du numérique, on va parler d'applications ou on va parler aussi de sites internet. Un site internet, donc c'est pour ça que moi je ressens souvent sur quel est le public cible que l'on souhaite atteindre, et après utilisons les outils qui vont bien. Si on crée une application, on aura des populations beaucoup plus jeunes. Si on est sur un site internet, on va exclure beaucoup moins de personnes. Et après, rien n'empêche aussi d'avoir des démarches, on va dire, proactives au sein des collectivités pour accompagner, par exemple, des personnes âgées ou électroniques dans les médiathèques sur l'utilisation du numérique. Merci Martin. À noter une remarque aussi qui est arrivée du CEREMA sur le développement d'un outil libre et gratuit qui s'appelle la boussole de la participation. Alors en l'occurrence qui est une application pour guider dans la construction d'une démarche participative. Voilà, c'est à retrouver sur le site du CEREMA, la boussole de la participation. On peut aussi écrire à participation au singulier @cerema.fr pour avoir des éléments à ce sujet. Et ben on approche de notre... Ah, Franck, vous voulez rajouter un truc? Oui, c'était juste pour dire que, oui, effectivement, peut-être que la participation par les outils numériques peut-être touche un public plus jeune, mais bon, les démarches participatives, quand on regarde en général, le public n'est pas si jeune que ça. Souvent, on a quand même beaucoup de retraités, donc effectivement, si on arrive à toucher des publics plus jeunes en mettant des outils numériques, comme ça permet un peu d'élargir le panel d'âge. Merci Franck.
Pour cette quatrième séquence, nous allons écouter Jean-Luc Rénéro. Donc Jean-Luc Rénéro qui représente la fédération CINOV, la fédération des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Donc voilà, des cabinets de conseil en ingénierie numérique, en ingénierie et puis en management également. La question abordée par Jean-Luc, c'est celle de l'objectivation des décisions pour s'approcher d'une démarche scientifique dans ces enjeux de participation. Jean-Luc, c'est à vous. Je disais merci et je mets le micro, ça va aller mieux. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, dans la continuité des trois interventions, où on s'aperçoit donc tous les efforts qui sont mis pour aller vers la compréhension des attentes des publics, des populations, il nous semblait intéressant qu'on puisse quand même avoir un regard croisé sur cette approche de la consultation pour aller vers une démarche peut-être plus scientifique, parce qu'il faut prendre en compte au départ que tous ces acteurs que l'on va solliciter ont des points de vue par des attaches culturelles qui sont différentes, par des intentions qui sont différentes, par des compréhensions qui vont être différentes. Et tout ça, dans une conduite de projet, c'est extrêmement important pour organiser les échanges et les débats. Alors, la proposition, quand on dit objectivation des décisions, ça veut dire qu'on va suivre une méthodologie. Alors, on s'inspire beaucoup de ce qu'on a pu faire, nous, dans les démarches de transformation au sein des entreprises. Hein. Alors, mon métier à moi est ergonome, donc c'est quelque chose effectivement dans la transformation du travail que l'on a largement expérimenté dans la démarche participative, donc avec les acteurs, des acteurs qui sont des acteurs très différents, parce que quand une problématique est soulevée, donc un projet est soulevé, on s'aperçoit que on a la personne qui est l'acteur de premier niveau, qu'on va appeler l'opérateur, et donc là, ça sera le citoyen. On a l'encadrement, donc l'encadrement, ça peut être le cadre technique, et puis on a le directeur, et le directeur, ça peut être l'élément politique. Et ces trois éléments vont avoir forcément autour d'un projet une approche totalement différente parce qu'ils ont une représentation mentale différente. Et dans l'objectif de la concertation, ça va être de mettre en place donc les éléments de construction et de co-construction pour faire en sorte que les débats qui vont se mettre en place puissent être partagés, qu'on puisse avoir des représentations partagées. Et pour cela, on va s'appuyer sur des outils avec une méthodologie de départ qui fait que on va s'appuyer sur des éléments d'analyse. On va essayer donc de comprendre les usages, à l'inverse de ce que l'on voit souvent dans les démarches donc, de concertation. Il n'y a pas critique, hein, on est bien clair sur les éléments aujourd'hui qui sont mis en place et les démarches qui sont mises en place. C'est qu'on est sur une expression d'un besoin. Donc on est sur des verbatims et on sait, les sciences cognitives nous l'ont bien montré, que ces verbatims sont quand même très connotés, je dirais, de la culture des gens. Et pour aller vers un sens partagé, pour aller vers un sens commun et co-construire ensemble, il faut arriver à faire le deuil de sa propre représentation pour construire donc ce sens. Donc, la proposition qu'on peut faire quand on veut faire cette objectivation, c'est de dire déjà, et je crois que tout à l'heure, c'est Rémi en a parlé et Martin aussi, c'est cette catégorisation des acteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir l'élément politique, donc qui va être le groupe de décision, on va avoir l'élément organisateur, qui va être le groupe de pilotage, et puis on va avoir les éléments qui vont servir à instruire la question, c'est le groupe de travail. Et chaque fois, on va aller à travers ces groupes-là, poser la question, la travailler, de manière à pouvoir se retrouver après, donc collectivement, pour la mettre en débat et hiérarchiser des éléments. Alors, du point de vue de l'utilité, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'intérêt collectif, du point de vue de l'engagement financier, du point de vue du développement durable. Donc, chaque fois, on va mettre des éléments de catégorisation qui vont aider à faire des choix, mais à faire des choix conscients. Alors, ce n'est pas dire que ce qui se fait aujourd'hui, ce ne sont pas des choix conscients, on est bien clair. Bon, chacun va utiliser un peu sa thématique. Et ça ne peut passer, à notre avis,
quand on intervient donc, sur les projets, hein, que ce soit sur des projets donc, de grosses collectivités qui veulent redonner du sens sur des espaces partagés avec des espaces de travail, des espaces habitation, des espaces d'animation ou des espaces commerciaux. Donc on s'aperçoit que là, on a des usages qui peuvent être totalement opposés, mais à un moment donné, ils ont besoin d'être traversants les uns par rapport aux autres. Et donc, comment on va déjà les comprendre? Donc, ça veut dire qu'on va aller, tout à l'heure, je crois que c'est Rémi qui en parlait, il va falloir du temps. Parce que pour aller comprendre, observer, s'entretenir avec ces différents utilisateurs, il faut du temps. Et la difficulté que l'on pourrait nous nommer aujourd'hui, alors en tant que bureau d'études, hein, qui sommes soit dans des missions AMO, soit des missions maîtrise d'œuvre, c'est que souvent l'ingénierie de projet, Rémi parlait tout à l'heure d'une ingénierie adaptée, et effectivement, pour qu'elle soit adaptée, ça voudrait dire qu'il faudrait lui laisser du temps. Et quand sur un projet d'une extension d'un collège avec une multifonction, on s'aperçoit que les études de faisabilité, elles ne vont pas même durer 3 mois. On ne peut pas imaginer qu'une concertation soit opérante avec des délais aussi courts. Et ça nous paraît extrêmement important, qui fait que si on veut avoir l'implication des différentes personnes, tout à l'heure, donc Martin disait effectivement la consultation, donc elle peut s'appuyer sur des outils numériques. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ces groupes d'acteurs que l'on va identifier, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des éléments de la société civile. Là, dernièrement, sur un projet sur lequel nous on a travaillé. Donc, pour trouver les personnes pour pouvoir participer au projet, on avait le choix. Soit effectivement, c'est les personnes qui se présentent spontanément ou qui répondent entre guillemets à une convocation, soit on va les chercher parce que on a imaginé qu'elles étaient représentatives. C'est-à-dire que là, on était sur l'espace commerçant. Le commerçant qui, au fond, qui dit rien, il a quelque chose à dire. Parce qu'encore une fois, on prend le réflexe de l'entreprise et des études que l'on peut conduire. L'opérateur qui est sur une chaîne et qui dit rien, qui anticipe tous les dysfonctionnements, cette personne, elle est riche de concepts. Et donc, les personnes qui sont muettes dans la société civile peuvent être riches de concepts parce qu'elles peuvent être des éléments extrêmement liants dans le vivre ensemble. Et ce montage, effectivement, des éléments représentatifs, c'est quelque chose qui est compliqué parce que, d'abord, il faut s'organiser dans son emploi du temps pour y être. Et quand on est, nous, sur des études, alors effectivement, au plus on est en amont d'un projet, au plus la concertation aura du sens par rapport à ça, sur son opportunité, sur sa faisabilité, avec l'enregistrement de tous les éléments nécessaires à la compréhension. Et après, c'est quand on veut partager les résultats de cette analyse, quels outils, quelles séquences, quelle organisation on va utiliser pour partager ce savoir. On s'aperçoit par exemple quand on est dans des projets architecturaux que quand on va présenter des plans, on fait une démarche de concertation citoyenne, les gens qui savent regarder et se projeter dans un plan sont, Martin disait tout à l'heure, c'est 2 à 3%, mais ce n'est pas plus généralement. Ce ne sont que des gens avérés qui sont en capacité. Donc ça veut dire que d'un point de vue pédagogique, on a aussi un travail énorme à faire pour que les gens puissent rentrer dans la compréhension. Très en amont, Franck donc, parlait par rapport à la participation et à la compréhension des gens dans la gestion des énergies et de la consommation. On s'aperçoit que quelqu'un va être capable de régler correctement, je dirais, ses conditions thermiques parce qu'il va comprendre le sens, parce qu'il va rentrer dedans et que d'un coup, il va se rendre compte effectivement que c'est du gagnant-gagnant. Et là, il y a vraiment un effort pédagogique. Nous, on l'a vérifié avec nos confrères de l'acoustique quand ils ont travaillé sur la perception psychologique du bruit. On s'aperçoit que finalement, les gens ne sont pas gênés par le bruit à partir du moment où le bruit leur est familier, ils s'y habituent, et le bruit est dérangeant quand c'est un élément intempestif. On l'a rapporté, nous, quand on faisait les analyses des conditions de travail, et on s'apercevait effectivement que le dommage perçu était perçu quand le bruit était un bruit indu. Je suis à une machine-outil, je ne suis pas gêné par le bruit
parce que le bruit émis par le moteur a du sens pour moi. Ça tourne à la bonne vitesse, ça coupe à la bonne section, ainsi de suite. Et à côté de moi, quelqu'un va taper sur une enclume, et là, à ce moment-là, le bruit devient dérangeant. Sur des projets dans une participation citoyenne, quand on va analyser une intention urbaine, je vois Mathieu, une intention urbaine ou une intention d'aménagement, c'est aussi faire l'inventaire de tout ce qui va être exogène par rapport à mon approche endogène, donc centrée sur... Merci Jean-Luc. J'ai pas entendu votre dernière phrase. Je ne sais pas si vous avez coupé le micro juste à ce moment-là. Oui, j'ai dû appuyer avec la main sur le clavier. J'ai eu peur que ce soit mais non, tout va bien. Voilà. Donc, c'est cette approche endogène-exogène qui fait que c'est pour ça qu'on prétend que, en complément de tout ce qui a été dit par les 3 premiers intervenants, effectivement, cette approche avec une démarche citoyenne et une démarche scientifique sont des éléments extrêmement intéressants. Merci. Je ne vous lâche pas tout de suite parce qu'il y a une question directement pour vous sur le chat qui est la suivante. Est-ce que, Jean-Luc, vous utilisez le référentiel international de l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable pour objectiver les décisions et animer les processus participatifs? Est-ce que c'est un référentiel pour vous? Voilà. Ça fait partie effectivement d'un des outils existants sur lequel on peut s'appuyer parce que, comme il est connu des personnes, effectivement, ça leur donne des repères. Mais très souvent, dans les projets, ça fait un peu plus de 25 ans que je gère ce cabinet, la conduite d'un projet dans la démarche de concertation ne ressemble pas à une autre et les facteurs qui sont recueillis, qui sont objectivés et qui sont ensuite évalués peuvent ne pas être les mêmes d'un projet à un autre. Même sur un projet quasi ressemblant, parce que je crois que c'est Rémi qui le disait tout à l'heure, ou Franck, la culture, l'histoire du territoire, c'est Rémi qui le disait, l'histoire du territoire n'est pas la même. Ça me fait penser à une autre question que j'ai laissée tout à l'heure, mais du coup je la reprends, cette histoire de 17 objectifs et d'agenda. Souvent on est face à un foisonnement de projets, d'objectifs, et il y a une question de priorisation. Et il y avait une question tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur est-ce que la participation peut être aussi une façon de co-prioriser les objectifs, les projets des institutions, des collectivités. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc, ou peut-être quelqu'un d'autre? Alors là, de toute manière, pour moi, c'est la définition des règles. Je ne sais plus lequel des 3, mais je crois que c'est encore Rémi. On n'arrête pas de le flatter, celui-là. C'est la place de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le politique, effectivement, il va devoir assumer sa prise de position. Il est hors de question que l'AMO prenne la décision à sa place. Par contre, l'objectivation faite par le bureau d'études ou par l'association, que ce soit Flamme ou que ce soit l'UNADEL ou les confrères de l'AITF, vont aider effectivement le décideur à construire sa décision. Mais tout à l'heure, c'est encore Rémi, décidément, il est pénible. Parler de silos, effectivement, la dernière conférence qu'on a faite avec Sinov, où on mettait donc aujourd'hui les éléments de réflexion sur la gouvernance participative, où on s'aperçoit aujourd'hui que, effectivement, quel que soit le projet, on raisonne en silo. Moi, quand je construis un hôpital, ma grosse problématique, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail, et le travail est partagé par tout le monde, mais c'est j'ai le point de vue du chirurgien, j'ai le point de vue de l'infirmière, j'ai le point de vue du manutentionnaire, j'ai le point de vue de l'exploitant. Et ce qui est important, c'est de retrouver l'élément qui va le lier. Donc, à travers tous ces silos, c'est le service, c'est le travail, c'est le bien-être, c'est la qualité. Voilà, c'est ces éléments-là que nous, on doit, en tant que techniciens, pouvoir illustrer pour se déconnecter de la subjectivité, effectivement, qui fait que le politique, il aura envie du meilleur projet dont on pourra parler parce qu'il a un artefact, une scénographie extraordinaire, mais peut-être que dans sa fonctionnalité et dans sa projection de développement durable, il aura des failles, alors qu'un autre projet qui sera peut-être moins séduisant, effectivement, il prendra en compte les usages de manière plus pluridisciplinaire. Merci Jean-Luc. Alors j'ai une question qui m'est arrivée sur le chat et je vous propose un petit jeu parce qu'on a plus beaucoup de temps. Chacun de vous 4 va devoir me répondre avec
un seul mot qui est positif, négatif ou joker. La question c'est, pensez-vous que la Convention citoyenne pour le climat a apporté une image positive de la participation citoyenne? Positive, négatif ou joker? Franck. Ah, il faut mettre le micro. Oui, joker. Ça commence bien. Rémi. Les deux. Martin. Positif. Et Jean-Luc? Pour moi, c'est négatif. Ah, bah du coup, on va rester sur Jean-Luc, parce que c'est la réponse la moins consensuelle. Il faut donner une petite explication. C'est négatif de par la frustration, effectivement, de la dynamique et de l'espérance que ça a mis, je dirais, en exergue, du résultat, effectivement, des éléments qui ont été retenus, qui sont parfois loin des éléments de priorisation. Alors, bon, c'est vrai qu'en tant que fédération de l'ingénierie, on a regardé ça de manière assez proche, et c'est vrai que toute cette énergie, c'est assez décevant de voir comment ça s'est traduit en éléments très pratiques d'orientation. Voilà. Bon, allez, je vais contrebalancer un petit peu avec Martin quand même, les aspects positifs. Oui, mais merci Mathieu, parce que justement, je voulais quand même intervenir un peu. Pour moi, ça illustre bien. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc que c'est tout à fait dommage sur les résultats qui ont été, ou sur la prise en compte. Par contre, ça illustre très bien justement le fonctionnement et comment, en formant des citoyens lambda, on peut arriver à leur faire prendre une décision qui, là, je rejoins Jean-Luc sur le côté d'avoir une décision scientifique ou quelque chose où ils ont réussi eux-mêmes à prioriser, à écarter certaines choses du débat. Ils se sont formés, ils se sont appropriés tous ces enjeux-là. Et pour moi, justement, ça a montré à l'ensemble de la France que ces démarches-là sont plutôt une démarche d'avenir. Par contre, il faut que l'État ou le décideur les prenne en compte. Voilà. Et c'est là où il va falloir avoir de la confiance dans notre avenir. Merci. Contrebalance. Rémi, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, positif, parce qu'en effet, ça a montré que les citoyens avaient des positions qui pouvaient être très intéressantes et très éclairantes. Moi, j'aime bien la deuxième partie de la question pour qu'elle se développe dans les territoires. Voilà, sur cette partie-là, il y a la Convention citoyenne en Occitanie que je vous invite à aller regarder, qui a produit des résultats qui sont aussi plutôt intéressants. Et au passage, Rémi, tu as aussi mis en ligne le portail de l'Ardèche, du financement participatif, portail participatifardèche.fr, je mentionne. Franck, vous vouliez rajouter un mot sur la Convention citoyenne? Non, effectivement, moi j'ai mis joker parce qu'il y a du plus et il y a du moins. Aujourd'hui, on ne sait pas quel impact ça a vraiment sur les gens, quoi. Est-ce qu'ils se disent c'est super, il y a plus quelque chose qui a pu être produit par des citoyens, ou est-ce que c'est de toute façon ça sert à rien parce que derrière on n'en fait rien, quoi. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui, je crois. On va passer à la dernière séquence de cette émission. Juste avant, le réseau national des praticiens et praticiennes de la participation mentionnait de son site i-cpc.org avec des contacts et dossiers sur la participation. Et donc voilà, dernière séquence finale de cette émission. Je vais laisser la parole à Alice Collet-Dolan-Rue pour synthétiser finalement comme une grande témoin les quelques points saillants qu'elle a retenus des discussions que nous venons d'avoir, en résonance aussi avec l'expérience de l'ANRU. Et puis, je reprendrai la parole un instant pour clore le webinaire. C'est à vous, Alice. Oui, merci Mathieu pour cette invitation, puis merci à tous les experts autour de la table. J'ai trouvé vos exposés réellement passionnants. D'abord, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'effectivement l'atelier est volontairement intitulé Comment est-ce que l'on fait pour faire participer, et vous êtes tous revenus sur la question du pourquoi et la question du sens, et ça je pense qu'effectivement c'est fondamental, vous l'avez dit, avant de savoir
comment faire. Il s'agit de savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Est-ce que la personne, le représentant de l'UNADEL nous disait, est-ce qu'on est là pour informer, pour concerter, pour décider ensemble? C'est une question effectivement essentielle. Le citoyen doit savoir pourquoi il est là, ce à quoi il doit s'attendre pour savoir ce qu'on attend de lui. Donc attention à ne pas le mobiliser en lui disant qu'il va concerter alors qu'il est là qu'il est là dans le cadre d'une démarche d'information. C'est vrai que cette question du pourquoi, l'AITF en a parlé aussi, il s'agit au travers de la participation de recréer du lien, du sens à l'action publique, construire une vision partagée du territoire. Et du côté de Flamme, on nous parle de changer les comportements dans le cadre de la transition environnementale, transition écologique. Donc on voit bien sûr que cette question même du pourquoi est essentielle à partager, à poser avant d'aller sur le comment. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que l'on éprouve à l'ANRU. Et c'est vrai que c'est à partir du pourquoi que l'on peut se poser les différents registres finalement de la participation. Vous l'avez évoqué aussi, alors je crois que c'était le représentant de l'AITF, c'est à partir du sens et de ce que l'on est en train de faire ensemble que l'on peut décider si l'on est en train dans une phase d'information, communication, concertation, codécision, co-construction. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ce que je retiens aussi dans la question du comment, c'est ce que vous avez tous mis en avant, c'est la question de l'adaptation. L'adaptation dans le temps, ça a été passionnant, notamment la première intervention de Flamme qui nous a parlé de parcours d'implication, processus d'implication, donc adaptation dans le temps, dans la durée, et l'adaptation au contexte et au territoire. Donc vous nous l'avez dit aussi, il n'y a sûrement pas de baguette magique, et sûrement pas d'organisation toute faite, modélisable et reproductible à l'infini pour co-construire. Donc vous avez très fortement chacun mis en exergue ces dimensions d'adaptation. Donc dans le temps, je reprends mes notes. Oui, avec la question de parcours d'implication dans la durée, vous avez tous aussi beaucoup insisté autour de ces questions de parcours, de co-construire à partir de choses concrètes et parlantes. Donner des exemples avant de passer à l'action, travailler autour du faire, du faire ensemble. Et on voit aussi la notion de parcours et de temps quand vous avez exprimé l'expression faire le deuil de ces représentations. Donc effectivement, il s'agit de tous, dans la durée, apprendre les uns des autres. Donc on est dans cette recherche d'adaptation. Adaptation donc au territoire, au contexte, je l'ai dit, adaptation des organisations, donc vous en avez parlé, je crois que c'est le représentant de l'AITF notamment, donc effectivement en mettant en avant ce que les institutions publiques, locales, ou les gouvernements ou les experts ont à apprendre de ces démarches de co-construction. Donc on est là dans une recherche d'adaptation également des organisations. Et enfin, vous nous avez parlé, mais sur ce sujet, c'est sûr que c'est des acteurs, des différentes strates d'acteurs, donc l'AITF notamment, les experts, les gouvernements, les collectivités et les habitants. Donc on voit toute la richesse de ces démarches. Alors, peut-être moi juste, c'est vrai que c'est ça qui m'a intéressée parce que nous, ce que l'on voit à l'ANRU, effectivement, on souhaite que les projets de renouvellement urbain soient co-construits dans la durée, dans le cadre de leur élaboration et dans le cadre de leur mise en œuvre aussi. Donc on s'inscrit bien dans cette vision du temps et dans cette conscience que la co-construction doit s'installer le plus tôt possible, mais être déclinée aux différentes étapes, aux différentes phases des projets de renouvellement urbain. On parle volontiers de pilotage, de schéma directeur de la co-construction et de la nécessité de la suivre dans le temps parce que la co-construction, elle n'est pas la même. Les préoccupations des habitants ne sont pas les mêmes au moment du démarrage du projet, au moment de sa mise en œuvre, quand on est en phase chantier ou lorsqu'on est en phase de réalisation, livraison des opérations. Donc cette dimension du temps, on la retrouve aussi comme vous complètement. Donc ça suppose de s'adapter et de construire effectivement des parcours, je reprends l'expression de Flamme, parcours de co-construction. Définir aussi des modalités concrètes d'implication
dans le cadre de la co-construction des projets, ça nous semble fondamental parce qu'un projet de renouvellement urbain, c'est plus d'une centaine d'opérations, hein, souvent, donc de démolition, réhabilitation, construction, rénovation d'espaces publics, d'équipements, etc. Donc ce serait totalement illusoire de penser que l'on peut co-construire sur l'ensemble de ces opérations. Donc nous, la co-construction, on l'envisage davantage comme une finalité d'ensemble qui se décline sur différents registres, selon les différentes opérations, registres d'information, communication, consultation, codécision ou co-construction ou coproduction, puisqu'on a aussi des expérimentations très intéressantes de co-élaboration d'équipements transitoires, par exemple, hein, dans le cadre d'opérations d'urbanisme transitoire. Donc on est là aussi en phase avec vous, cette nécessité d'incarner cette co-construction dans du faire, dans du concret, et de la décliner dans des registres, dans le temps, sous des formats variés, en recherchant différents formats de mobilisation, aussi pour tenir compte de la volatilité de la participation dans le temps. On le sait, voilà, c'est pas simple pour les habitants de se mobiliser dans la durée. Enfin, j'ai entendu aussi, alors je ne sais plus, je ne vous connais pas comme vous vous connaissez, l'un de vous a parlé de la question de la décision. Alors ça aussi, ça nous semble être quelque chose d'extrêmement fondamental, c'est-à-dire la co-construction ne doit pas nous exonérer d'être bien clair sur qui décide. Qui est décideur dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain, très clairement, hein, c'est le politique. Donc ça aussi, ça nécessite de le dire très clairement et le plus tôt possible aux habitants. Le porteur de projet a bien sûr un rôle particulier dans une recherche de compromis, d'ailleurs plus que de consensus, hein, de construction, et il doit avoir une capacité à trancher au risque effectivement de projets qui n'avancent pas. Donc ça, on le voit. Vous parliez du risque lié à l'absence de décision, lié à des projets en difficulté. Il y a nécessité effectivement que le politique sache trancher, sache arbitrer, parce qu'un projet, ça nécessite justement d'élaborer un compromis. Donc cette question de la prise de décision, de la clarté aussi des règles du jeu autour de cette question de la décision nous semble centrale. Et enfin, vous avez parlé de la question de la formation. Alors là, bien sûr, c'est une dimension là aussi pour nous centrale. Enfin, on voit bien que mettre autour de la table et donc depuis, grâce à la réforme de 2014, là, on voit des conseillers citoyens aujourd'hui dans des comités de pilotage de renouvellement urbain, autour de la table de professionnels, d'élus, etc. Mais enfin, pour réussir tout ça, il faut se sentir, pour parler d'égal à égal avec un élu, avec un technicien, il faut être formé, il faut parler le même langage que lui. Donc, on salue toujours les efforts hein, de l'école du renouvellement urbain qui, depuis 2017, forme les conseillers citoyens qui participent au projet de renouvellement urbain et a su adapter sa formation. Cela dit, il nous semble aussi essentiel que les élus eux-mêmes et que les techniciens soient également formés parce que effectivement, s'asseoir quand on est un élu, on a l'habitude, mais quand on est en tout cas un technicien autour d'une table, faire une place aux citoyens dans un processus de co-décision, parfois, ce n'est pas simple et ça nécessite effectivement de savoir là où on va, savoir comment on fait pour le faire de la manière la plus efficace possible et en lui donnant toute la place, mais sa juste place. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé cet échange très riche. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai sans doute oublié beaucoup de choses. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup Alice pour cette synthèse et ces résonances avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui a une longue expérience de participation dans les quartiers. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, à Franck pour la Fédération Flamme, à Rémi pour l'UNADEL, à Martin pour l'AITF, à Jean-Luc pour la Fédération Sinov et à Alice pour l'ANRU. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour les contenus surtout que vous avez partagés avec nous et puis pour le petit exercice
la discipline qu'exige ce genre de format. Merci beaucoup à Jeanne et Nadia qui sont derrière à l'organisation et puis à la gestion des questions sur le chat. Il y en a eu 2 d'ailleurs auxquelles je n'ai pas répondu, qui sont directement liées au programme de la NCT sur la démarche territoire d'engagement ou sur la question de la participation dans le cadre des CRTE. N'hésitez pas à prendre contact avec nous à la NCT. Il y a des contacts sur le site internet pour qu'on puisse répondre évidemment à toutes ces questions. Merci donc aussi à Nicolas, à la réalisation. Et puis pour celles et ceux qui se posaient la question, la musique, c'est un petit clin d'œil discret à un certain demi-finaliste de ce soir, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Je vous remercie donc à toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé et qu'on vous retrouvera très bientôt sur les ateliers suivants des assises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.